Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce flash webinaire sur la situation en Chine. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin. Avant de commencer, nous allons patienter quelques petites minutes pour laisser le temps à l'ensemble des participants de se connecter. Pendant ce temps, je vous invite ceux qui sont déjà présents à me confirmer que vous nous entendez correctement en utilisant l'onglet questions et en simplement disant que vous entendez bien le son. Alors, avant de démarrer et en attendant que l'ensemble des participants nous rejoignent, quelques petites précisions. Si toutefois vous rencontrez des soucis techniques, vous n'hésitez pas à vous connecter avec votre téléphone en utilisant les indications qui s'affichent à l'écran. Et si toutefois vous avez des questions, nous prendrons quelques minutes à la fin de la session avec nos deux experts pour y répondre. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser l'onglet questions là encore. Encore quelques minutes avant de commencer. Très bien, nous allons pouvoir démarrer. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, un point de situation sur la Chine. La Chine qui a pris un tournant majeur dans sa politique de lutte contre l'épidémie en annonçant lundi 26 décembre la fin de la quarantaine obligatoire à l'arrivée pour toutes les personnes qui entrent sur le territoire. Ce sont ces nouvelles mesures qui sont entrées en vigueur le 8 janvier dernier, qui apparaissent comme l'élément marquant la fin d'une politique restrictive et qui ouvrent désormais la voie à une reprise totale des voyages d'affaires à destination de la Chine. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Alexandre Mollet, notre responsable sûreté, ainsi que du docteur Ahmed Fahmy, notre directeur médical, pour un point de situation sur la Chine et sur les impacts en termes de santé, de sécurité et de restriction de voyage. Et ils répondront donc à toutes vos questions à la fin de cette session. Alexandre, je te laisse la parole. Merci Laetitia. Donc bonjour à tous. Effectivement, mon intervention aujourd'hui portera sur deux aspects principaux. Le premier, c'est les conditions de sécurité en Chine telles qu'elles sont actuellement. Le second volet portant effectivement sur les restrictions de voyage qui, comme Laetitia l'a mentionné, ont connu une évolution assez importante, je dirais même majeure ces dernières semaines, et qui justifie par conséquent la tenue de ce webinaire. Donc très brièvement, concernant la sécurité, ce n'est effectivement pas la principale préoccupation à laquelle on pense lorsqu'on a des activités en Chine, et cela à juste titre. Le risque sécuritaire en Chine est évalué comme faible. Pour vous donner un ordre d'idée, dans notre évaluation de risque internationale SOS, c'est un score de 2 sur 5, donc équivalent finalement à celui de la France et à la majorité des destinations ouest européennes. Et cela pour une bonne raison, c'est-à-dire que la criminalité qui constitue habituellement la principale menace pour les voyageurs d'affaires et les expatriés y est peu présente. Lorsqu'elle y est, elle s'articule principalement autour d'actions de petite délinquance qui n'ont pas d'impact majeur sur l'intégrité physique des collaborateurs. Le second point, qui est le risque terroriste, est également très bien contenu par les forces de sécurité chinoises, ce qui rend difficile aujourd'hui pour un groupe de mener une action d'ampleur et coordonnée sur le territoire chinois. Il ne demeure pour le coup non plus pas inexistant dans la mesure où des actions de loups solitaires telles que celles qu'on a pu observer en 2013 ou en 2014 demeurent toutefois possibles. Ensuite, je m'intéresserai très brièvement également à deux risques qui nécessitent de s'attarder un peu dessus. Structurellement, il y a le risque naturel. La Chine expérimente effectivement plusieurs catastrophes naturelles chaque année qui vont prendre des formes très diverses selon la zone dans laquelle vous vous trouvez. Cela va aller tout simplement par des risques d'inondation dans le centre du pays, notamment lors de la saison des moussons, des risques de typhon si on se trouve le long des côtes sud et est. On estime effectivement que la Chine expérimente en moyenne 7 typhons par an. Le second point, qui cette fois-ci n'est pas vraiment structurel, mais plutôt conjoncturel, et qui est assez intéressant, sont les mouvements sociaux. Comme vous le savez, traditionnellement, la Chine n'expérimente pas ou très peu de mouvements sociaux, du moins pour ce qui est de la Chine continentale. Et en l'occurrence, on a vu récemment, fin novembre, début décembre, la naissance d'un mouvement de contestation assez exceptionnel en Chine, pour être souligné,
et qui venait justement en fait dénoncer la politique de restriction mise en place par les autorités chinoises dans le cadre de la politique zéro Covid. Et c'est ici, en fait, effectivement, que je vais pouvoir faire mon lien. Comme vous le savez, depuis 3 ans, la Chine a opté pour cette politique et cette stratégie zéro Covid qui a impliqué, en fait, dès le début de la pandémie, la mise en place de mesures de restriction drastiques qui s'articulaient sur deux axes principaux. Le premier s'articulait évidemment sur un axe international qui visait à empêcher finalement ou à restreindre au maximum le nombre d'entrées sur le territoire par une politique de suspension de visa notamment, et également par la mise en place de restrictions drastiques lors de l'arrivée sur le territoire. Je pense ici à des séries de tests très lourdes, à des mesures de quarantaine qui pouvaient aller jusqu'à plusieurs semaines dans plusieurs régions, et qui, du coup, rendait difficile effectivement pour toute entité étrangère l'envoi de collaborateurs sur place. Le second axe s'articule pour sa part sur l'interne, c'est-à-dire les restrictions sur les capacités de déplacement au sein du territoire chinois. Et c'est effectivement dans ce cadre-là qu'on a vu la mise en place de confinement généralisé, de tests de masse et également de nécessité pour toute personne testée positive d'effectuer son isolement dans des centres dédiés. Donc, au vu de ces caractéristiques, il était très difficile, évidemment, pour les entreprises étrangères de mener à bien leurs activités sur le territoire chinois. Pour autant, ces dernières semaines, comme on l'a mentionné, on a vu un infléchissement majeur sur ces restrictions de voyage et qui sont articulées sur ces deux axes. Donc, tout d'abord, à la suite des manifestations que j'ai préalablement mentionnées, on a vu début décembre un infléchissement sur les restrictions internes, donc la fin de ces drastiques mesures de restriction qui ont permis, entre guillemets, je dirais, un retour à la normale dans la conduite des activités sur place, sur le plan légal et logistique. Je tais volontairement la question médicale, car mon collègue, le docteur Fanny, prendra la main dessus. Mais d'un point de vue purement légal et logistique, il était possible pour les entités présentes sur place, effectivement, de reprendre leurs activités. Le second point, sur le volet international, a vu deux infléchissements majeurs. Tout d'abord, un premier infléchissement timide, mais qui avait tout de même le mérite d'être présent début novembre, qui s'est articulé autour d'une réduction de la quarantaine, une réduction du nombre de tests, et qui démontrait déjà une volonté chinoise de reprendre les déplacements sur place, et qui a été confirmé et entériné à la fin décembre avec l'abandon de la quarantaine pour les voyageurs depuis l'international. Donc, ici, on se retrouve du coup maintenant effectivement dans une configuration plutôt favorable d'un point de vue logistique et sécuritaire à la reprise des déplacements en Chine, raison pour laquelle International SOS sur ces deux volets n'émet plus de contre-indications majeures à se rendre sur place. Je mentionnerai tout de même deux éléments à garder en tête pour ces restrictions. Et encore une fois, sur ces deux axes qui sont vraiment majeurs et qui dessinent la politique chinoise dans la gestion de l'épidémie. Tout d'abord, sur le volet interne, si les mesures les plus drastiques ont été abandonnées, il y a toujours un risque résiduel d'action localisée, c'est-à-dire que les directives aujourd'hui ne sont plus nécessairement émises par les autorités centrales et gouvernementales. En revanche, les autorités locales ont toujours un pouvoir discrétionnaire de désigner certaines zones, et on pense ici à des zones très localisées, telles que des quartiers, des bâtiments ou même des étages d'immeubles, comme étant des zones à risque, et donc de mettre en place, sur court voire sans préavis, des mesures de restriction de déplacement pour les personnes impactées dans ces zones. Donc c'est toujours un élément à garder en tête pour toute entité menant des activités dans le pays, et ça nécessite effectivement de maintenir le lien avec ses collaborateurs locaux. Le second point qui est l'international, et ça ne nous aura pas échappé, de nombreux pays, au vu de la situation épidémique en Chine, ont entamé un inversement du rapport de force en mettant en place des restrictions de déplacement et de voyage pour les personnes qui reviennent dans leur pays depuis la Chine. Je pense notamment à de nombreux pays européens qui ont remis en place une exigence de test. Je pense au Maroc qui a interdit effectivement l'entrée sur son territoire des voyageurs en provenance de Chine, ou à la Corée du Sud qui a suspendu la délivrance de visas pour les voyageurs chinois. Donc ce sont des mesures qui ont été assez mal accueillies par Pékin, qui n'a pas caché sa volonté de mettre en place des mesures de réciprocité,
Et on en a eu la preuve concrète très récemment avec justement la mesure de réciprocité adoptée par la Chine à l'encontre des voyageurs sud-coréens. Ensuite, à son tour également, la délivrance de visas pour court séjour pour les voyageurs sud-coréens. Donc, en l'occurrence, on est effectivement toujours dans un climat sensiblement beaucoup plus favorable que ce qu'on a pu connaître au cours des dernières années, c'est évident. Néanmoins, il y a effectivement cette volatilité qui émane de la volonté des différents acteurs de maintenir un certain endiguement de l'épidémie sur leur territoire et qui donc entraîne effectivement le risque résiduel de voir certaines restrictions se voir de nouveau imposées sur court, voire sans préavis. Donc tout ça nécessite je dirais une évaluation de la faisabilité de chacun des déplacements des collaborateurs envoyés en Chine. Et dans cette évaluation, nécessairement, il y a également un volet médical qui entre en compte. Mais pour cette partie, je laisse naturellement la parole à mon collègue Dr Fanny. Merci beaucoup Alexandre pour ce résumé très détaillé. Je laisse désormais la parole au Dr Ahmed Fahmy pour étudier les impacts d'un point de vue santé. Merci. Bonjour de Hong Kong. Donc pour remettre un peu la situation dans le contexte, comme disait Alexandre, depuis le mois dernier, début du mois de décembre, la Chine a de facto abandonné sa stratégie zéro Covid. À l'intérieur des frontières, donc à l'intérieur de la Chine, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, plus de confinement, éventuellement des possibilités sur des confinements ponctuels, mais en gros, on n'anticipe plus de confinement comme ceux qu'on a vus ou qu'on a expérimenté l'année dernière. Plus de tests obligatoires, plus de codes QR pour se déplacer, plus d'isolement en structures spécialisées, des isolements pour les personnes qui sont testées positives ou qui s'autotestent en fait positives sont plus recommandés, mais pas de vrai contrôle. Des sorties de confinement plus basées sur la clinique que sur les tests. Donc pas de test pour sortir pas de test pour sortir de l'isolement, mais juste des indications ou des recommandations de récupérer, de ne plus avoir de symptômes, de ne plus avoir de fièvre. Donc vous voyez vraiment qu'en gros, la situation, on a du mal à reconnaître en fait la Chine d'il y a encore 6 semaines, et la Chine aujourd'hui avec très peu de restrictions à l'intérieur. En ce qui concerne le Covid d'ailleurs, les textes officiels encouragent les entreprises à développer leur propre procédure de prévention et de contrôle. Donc vraiment une atmosphère qui a changé pour justement communiquer et expliquer aux Chinois ce revirement, ce changement en manière de stratégie. Premièrement, l'explication par les experts que les variants qui circulent actuellement entraînent des tableaux cliniques beaucoup moins sévères que ceux qu'on expérimentait par le passé. Et aussi le déclassement en fait du Covid d'une maladie infectieuse de classe A, qui était au même titre que le choléra, à une maladie infectieuse de classe B, au même titre que la grippe aviaire ou la dengue. Donc là aussi, mettre en place les éléments peut-être médico-légaux pour expliquer les changements de stratégie. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire sur place? Comment ça a été vécu? La réaction des expatriés avec lesquels moi j'ai été en contact, c'est effectivement, comme vous pouvez vous en douter, un certain soulagement. Au niveau des cols blancs, probablement aussi. Après, quand même, pour beaucoup encore, une certaine anxiété, parce qu'il faut pas oublier que pendant 3 ans, les experts ont fait comprendre que c'est une maladie qui est extrêmement grave, et donc un peu d'anxiété parmi les populations chinoises. Une fois de plus, beaucoup moins chez les cols blancs et beaucoup moins chez les expatriés.
et aussi une inquiétude vis-à-vis des populations vulnérables, notamment les personnes âgées, qui, comme vous le savez, vous l'avez sûrement lu, ont un taux d'immunité relativement bas, ont été peut-être vaccinés à 60% avec 2 injections et n'ont pas eu de rappel, en règle générale, peut-être 40-50% des personnes âgées et vulnérables qui ont eu un rappel. Là aussi, avec la connaissance de l'efficacité du vaccin chinois qui, en comparaison avec les vaccins comme le vaccin Pfizer-BioNTech, sont un peu moins efficaces. Donc voilà le sentiment sur place. En revanche, cette inquiétude initiale est en train aussi dans les grandes villes de s'améliorer. On voyait dans les premières semaines des villes comme Pékin et Shanghai qui étaient relativement désertées, les personnes restaient chez elles. Là, la vie a repris, c'est pratiquement la vie est pratiquement normale dans les grands centres urbains de l'est du pays, tels que Shenzhen, Canton, Shanghai et Pékin. Qu'est-ce que ça a impliqué aussi sur place au niveau des structures médicales? Les structures médicales initialement ont été sous pression, notamment les fever clinics comme ils les nomment, c'est-à-dire les centres de traitement des personnes qui ont de la fièvre. Mais aussi les urgences et les centres de santé communautaires qui ont été impliqués dans la gestion et dans la prise en charge des personnes qui avaient le Covid. Pourquoi y a-t-il eu cette pression sur les structures médicales? Premièrement, parce qu'il y a effectivement eu un grand nombre de malades. Là aussi, il faut quand même dire que l'augmentation des cas de Covid n'a pas commencé avec le relâchement complet ou l'abandon complet de la stratégie Covid, Covid-0. Elle a commencé déjà en novembre et on a quand même vu aussi officiellement le nombre de zones à haut risque qui augmentait de jour en jour. Donc on voyait quand même que, entre guillemets, la digue zéro Covid avait probablement déjà lâché avant le mois de décembre. Donc, augmentation du nombre de malades, pression sur les hôpitaux. Initialement, les hôpitaux qui traitaient le Covid étaient des hôpitaux dédiés. Rapidement, ça a été étendu à toutes les structures médicales, y compris d'ailleurs les structures médicales privées qui traitent les Chinois qui sont plus affluents et les expatriés, mais aussi prise en charge par les centres de santé communautaires, des dispensaires communautaires. Ça, c'est la première raison, donc nombre de cas qui a augmenté. Deuxième raison, l'angoisse parmi les populations. Donc, même dans des cas cliniques relativement bénins, les gens avaient peur et donc voulaient s'assurer qu'il n'y avait pas de problème. Donc, forcément, se rendaient vers les structures médicales. Et la troisième raison, le fait qu'il y a eu une pénurie d'antipyrétiques, de paracétamol, d'ibuprofène dans les pharmacies, parce que initialement les personnes se sont ruées justement sur les autotests et sur les antipyrétiques pour s'approvisionner, et donc la possibilité d'avoir des prescriptions, d'avoir ce genre de médicaments en se rendant vers ces structures. Donc voilà la situation qui est sur place initialement tout au cours du mois de décembre. Là, les dernières informations que nous recevons par le biais de nos collègues chinois, le biais des personnes au sein d'International SOS qui sont en contact avec les structures médicales, les personnes qui s'occupent de notre réseau, la situation est en train de se stabiliser. Les temps d'attente aux urgences sont nettement écourtés par rapport à il y a encore quelques semaines. On peut trouver à nouveau dans les grandes villes des autotests, des antipyrétiques. Donc de ce côté-là, on voit vraiment une amélioration de la situation. Cela n'empêche pas que les hôpitaux restent quand même assez sous pression, du moins les structures médicales, avec des taux de remplissage pratiquement à
de 80 à 100% en fonction des structures. Il faut aussi savoir que cette vague qui a commencé probablement avant le mois de décembre, mais vraiment a augmenté de façon exponentielle en décembre, a vu quand même un taux d'infection au niveau des habitants de villes comme Pékin et Shanghai de probablement 80 voire plus %. Donc c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'à la base, le taux d'immunité des populations, enfin des Chinois, était relativement bas. Je ne parle pas des expatriés, mais le taux d'immunité en Chine était relativement bas parce que pendant 3 ans, il n'y a eu pratiquement aucune vague et qu'il y a eu très peu d'exposition au virus. Alors, concrètement, les variants, sans rentrer trop dans la science, les variants sont des variants qui ne sont pas nouveaux, qui circulaient déjà en Europe. Et donc, pour le moment, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Bien sûr, il faut rester vigilant sur les variants qui circulent parce que ce sont des variants qui circulaient déjà en Europe ou en Amérique du Nord précédemment. Ces variants-là, notamment le BF7, sont extrêmement contagieux et avec un taux de reproduction très élevé de 10 à 18. Donc, une personne infectée peut en infecter 10 à 18, alors que précédemment, on parlait de plutôt un taux de reproduction de 5 pour Omicron. Ce sont des variants qui sont des sous-variants d'Omicron. Donc, ça reste dans la famille Omicron. Donc, les tableaux cliniques, en gros, restent les mêmes qu'avec Omicron. Ça n'empêche que les personnes vulnérables, bien sûr ont des risques accrus d'hospitalisation et malheureusement de tableaux cliniques graves et de mort. Les implications pour nos membres, comme disait Alexandre, donc, la reprise des déplacements, des voyages d'affaires est envisageable. Ce que nous recommandons, c'est de renforcer la préparation avant les déplacements, donc de faire une bonne évaluation du risque sanitaire avant de se déplacer. Donc, les infrastructures, quel est l'état des infrastructures sur place, des infrastructures médicales. Là, il parlait aussi des temps de réponse des ambulances. On a vu un pic il y a quelques semaines sur les appels 120 qui sont similaires aux 15 en France, donc au SAMU en France. Là aussi, ça commence à s'améliorer. Ça n'empêche qu'appeler une ambulance aujourd'hui, surtout quand vous n'êtes pas chinois, reste quand même relativement compliqué. Donc, bien se préparer, bien comprendre les risques sur place, les risques qui sont liés à l'infrastructure, mais aussi les risques épidémiologiques en général. Donc, pas uniquement sur le Covid, sur les autres problèmes médicaux, bien sûr, sur place, parce que, in fine, vous préférez, il est préférable de rester en bonne santé pendant les déplacements, justement à cause de cette pression qui est sur les structures médicales. Donc, si possible, éviter de devoir se rendre dans un hôpital ou dans une clinique lors de vos déplacements. Donc, bonne préparation en général, structurelle, mais aussi individuelle. Donc, revoir au cas par cas si vos collaborateurs qui prévoient un déplacement sont en bonne santé, quand ils ont des antécédents, est-ce qu'ils sont bien stabilisés, est-ce qu'il y a des risques donc individuels, là aussi à bien préparer, éventuellement à nous contacter pour revoir s'il est opportun de se déplacer pour le moment. Après aussi être bien préparé sur ce qu'il faut faire lorsque vous êtes sur place. Et là, nous conseillons très très fortement que les gens nous contactent au moindre problème médical. Je sais que ça paraît peut-être un peu excessif, mais une fois de plus, naviguer le système médical de nos jours, même dans les grandes villes, peut être assez compliqué. Donc, nous recommandons quand même que les personnes, dès qu'ils ou elles ont des soucis médicaux, nous contactent, qu'on puisse trouver des solutions
qui ne sont pas forcément liées à un déplacement sur une structure médicale. Le fait de pouvoir parler avec un médecin qui est basé en Asie du Nord, qui puisse vous donner les conseils, peut éventuellement éviter tout recours à une structure médicale sur place. Donc, voilà en gros ce que cela veut dire pour nous en ce qui concerne l'assistance. Aussi, un point très important depuis donc quelques jours, le fait que les restrictions à l'international, donc aux déplacements internationaux, aient été abandonnées dans la majorité, nous permet aussi, par rapport aux 3 dernières années, de procéder par des évacuations sanitaires, donc d'évacuer les patients beaucoup plus facilement sur des centres régionaux comme Hong Kong. Donc là aussi, un risque diminué relatif aux déplacements sur la Chine. En ce qui concerne nos interactions avec nos membres et avec les entreprises sur la Chine, là aussi, plus de sollicitations pour informer les employés sur place. On a fait pas mal d'exercices d'éducation, réexpliquer le Covid, que faire quand vous êtes isolé, comment se préparer s'il faut s'isoler, des points sur la situation quotidienne, voire hebdomadaire, des interactions avec les dirigeants, les managers locaux, et éventuellement aussi des lignes dédiées pour que les employés sur place qui auraient des questions et qui ne trouvent pas réponse à leurs questions en parlant avec leur médecin puissent nous appeler. Et bien sûr aussi des supports en matière de santé mentale, que ce soit des webinaires pour les employés, des cours entre guillemets, des trainings pour expliquer, pour en fait des cours de résilience en matière de stress, d'anxiété, de dépression pour les employés, jusqu'à des cours pour les managers, pour leur enseigner comment reconnaître des signes alarmants de santé mentale au sein de leur équipe ou de leurs employés. Donc, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'on pourrait s'étendre sur le sujet et je pense qu'on va peut-être passer aux questions. Absolument. Merci beaucoup, docteur. Donc, nous avons de nombreuses questions aujourd'hui. Je vais en sélectionner quelques-unes pour nos experts. Nous avons notamment une question qui concerne le nouvel an chinois qui approche. Doit-on anticiper un rebond épidémique suite au brassage de population que va entraîner ce nouvel an chinois? Docteur, est-ce que vous pouvez nous aider à répondre à cette question? Alors moi, je me méfie un peu et je pense que je ne suis pas le seul des prévisions. Pour le moment, ce qu'on sait, c'est que cette énorme vague qui est passée par les centres économiques de premier rang, les Chinois nomment ça les first tier cities, donc vraiment les villes de la façade est ou de l'est du pays. Bon, cette vague-là est passée et il semblerait qu'elle ait effectivement déjà atteint l'intérieur du pays, donc les villes secondaires. Bien sûr, avec le nouvel an chinois, le fait qu'il y ait des déplacements de population énormes, il y a bien sûr un risque que le Covid se répande à l'intérieur du pays. Je pense que vu le fait qu'il y ait eu un taux d'infection extrêmement élevé et qu'on est à quelques semaines du nouvel an chinois, je pense que le risque est moins important dans des centres comme Pékin, Shanghai, Shenzhen, mais en revanche, les villes vers lesquelles beaucoup de personnes vont se déplacer pour retrouver leur famille, donc plus à l'intérieur du pays, les villes qui sont moins importantes, les zones rurales, etc. Là, je pense qu'effectivement, la vague est en train de se déplacer vers l'intérieur du pays.
Parfait, merci beaucoup. Alors, je continue avec vous, docteur, puisque nous avons une question concernant les informations sur l'état des infrastructures médicales locales. Donc, comment obtenir des informations sur l'état de ces infrastructures? Je vais donner une première partie de la réponse et puis je vous laisserai me compléter. Tout d'abord, c'est de nous contacter International SOS. Vous n'hésitez pas, lorsque vous êtes membre, à contacter les centres d'assistance et nos experts sont là pour vous répondre et vous donner une situation en temps réel, un état des lieux. Mais docteur, je vous laisse me compléter si toutefois j'ai oublié un élément. Oui, alors comme je disais, hein, les infrastructures sont sous pression. La situation dans les grandes villes est en train de s'améliorer. Ça n'empêche pas qu'on reste quand même sur un cas de figure, enfin, dans une situation qui est assez tendue, avec un taux de remplissage pratiquement à 100% dans les hôpitaux, y compris les hôpitaux, y compris les structures privées. En revanche, on voit quand même, et là, puisque les chiffres, il n'y a plus de publication de chiffres officiels du Covid. De toute façon, les gens s'autotestent, il n'y a plus d'obligation de test PCR. Donc, les chiffres qu'on peut avoir sont probablement une sous-évaluation des réalités, mais on a quand même des indicateurs. Les temps d'attente aux urgences sont en train de diminuer. Les temps d'attente dans les structures privées sont passés de 3-4 heures il y a encore 2 semaines à 1 heure, voire moins d'1 heure aujourd'hui. L'approvisionnement en médicaments est en train d'être établi. Dans certaines villes, il semblerait être rétabli, mais là aussi, je fais attention parce que je pense que ça va encore prendre peut-être une petite semaine, mais c'est en train de s'améliorer. Mais la situation reste tendue et c'est pour ça que le fait de bien se préparer pour ne pas avoir, si possible, d'avoir à aller que ce soit dans un centre médical ou un hôpital est primordial. Les hôpitaux restent remplis à pratiquement 100%. Et les patients que vous avez, notamment pour le Covid, sont plutôt les patients lourds qui restent, donc les personnes vulnérables. Et malheureusement, là, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait des sorties et que cette situation change de façon drastique et dramatique dans les jours qui viennent, voire dans les semaines qui viennent. Je pense qu'il faut vraiment s'attendre à ce que l'infrastructure médicale reste sous pression encore pendant un certain temps, ce qui veut dire que ça n'est pas seulement pour le Covid, mais aussi pour tous les autres problèmes médicaux. Il y a aussi un autre facteur, c'est que le personnel soignant, les infirmières, les infirmiers et les médecins ont eux aussi été touchés par le Covid. Donc, il y a un certain taux d'absentéisme, même si certains médecins et certaines infirmières et infirmiers ont été demandés de retourner justement pour aider leurs collègues. Il y a même des médecins qui sont à la retraite qui ont été demandés de contribuer à l'effort parce que justement le personnel soignant a lui aussi été touché par la vague. Merci beaucoup. Cette fois-ci, nous avons une question plutôt pour toi, Alexandre. Faut-il craindre une nouvelle évolution de la politique chinoise en raison de la situation locale, donc revirement, confinement? Quel impact sur la stabilité politique chinoise et est-ce que les protestations de la fin d'année dernière pourraient se reproduire? Ok. Alors, plusieurs questions. Effectivement. Alors, je vais tenter de donner des éléments de réponse de façon assez succincte. En l'occurrence, c'est toujours un peu risqué de s'avancer sur ce type de prévision, notamment avec un pays comme la Chine. En l'occurrence, la première question qui était donc un revirement de la situation et donc éventuellement, j'imagine, une remise en place de restrictions drastiques. D'un point de vue social, serait assez étonnant si la donne médicale reste telle qu'elle est. Mais en l'occurrence, c'est-à-dire que la stratégie zéro Covid chinoise, il était tout à fait probable effectivement qu'elle finisse par prendre fin.
Il était en revanche exclu qu'elle prenne fin plutôt que cette fin d'année 2022, en raison également d'un agenda politique qu'on avait en Chine. Il y avait la reconduction de Xi Jinping à la tête du Parti communiste au mois d'octobre. Les premiers infléchissements à cette politique, finalement, sont intervenus dans les semaines qui ont suivi. Donc, en l'occurrence, il est également possible que cet infléchissement était prévu et anticipé, et un retour en arrière drastique tel que celui qu'on a connu et la réimposition de restriction serait assez étonnant, d'autant plus si les Chinois se remettent à voyager, car dans le mouvement de contestation qui est né à la fin novembre, début décembre, il y a eu plusieurs éléments extérieurs qui ont participé en réalité à la naissance de ce mouvement de contestation. Le premier, il peut paraître un peu idiot, mais c'était quand même les images de la Coupe du Monde, où les ressortissants chinois ont pu voir comment le monde extérieur vivait. Et le second point était également à la suite d'un incident, en l'occurrence c'était un incendie dans la province du Xinjiang, et au cours duquel finalement les mesures de restriction ont ralenti l'intervention des autorités. Donc c'est-à-dire que si les ressortissants chinois effectivement voient de nouveau regoute entre guillemets à la liberté, et que les autorités chinoises venaient à réimposer des mesures de restriction drastiques, l'émergence d'un tel mouvement social, la réémergence de ce mouvement social ne serait pas à exclure. Néanmoins, ce ne serait pas non plus le scénario le plus probable, dans la mesure où traditionnellement, il faut quand même garder en tête que les mouvements sociaux ne sont pas légion en Chine, et que cela ne fait pas partie du catalogue habituel effectivement d'expression, je dirais, de la population chinoise. Le second point étant effectivement qui serait également assez étonnant que les autorités chinoises d'elles-mêmes remettent des mesures aussi drastiques que celles qu'on a connues, après avoir fait un tel revirement, d'une part par souci de cohérence, et également car il y a tout un tas effectivement de paramètres économiques qui rentrent en ligne de compte et qui justifient effectivement aussi cet infléchissement. Donc ce serait somme toute assez étonnant d'avoir un revirement à 180 degrés, ainsi qu'une reprise d'un mouvement de contestation massif, je dirais, en Chine à court terme. Merci beaucoup, Alexandre. Nous allons pouvoir prendre une dernière question puisque nous arrivons à la fin de la session de ce flash webinar. C'est cette fois-ci un petit peu plus généraliste. Docteur, si vous pouvez nous aider à répondre à la question: faut-il craindre une nouvelle flambée de l'épidémie hors de Chine? Et c'est en fait une double question qui est aussi de comment traiter un collaborateur qui revient de Chine. Alors, j'ai compris la première partie. Donc, on va déjà et, écoutez, je ne sais pas. Malheureusement, non, on ne peut pas savoir pourquoi, parce que pour le moment, il faut un peu voir, enfin, les experts, hein, les épidémiologistes, les virologues, ont quand même des vues un peu divergentes là-dessus quand vous écoutez les uns et les autres. On a quand même un taux d'immunité en Chine qui est très différent du taux d'immunité en Europe. En Europe, beaucoup de personnes ont été vaccinées, et en même temps, il y a aussi eu énormément de personnes qui étaient infectées. Donc, il y a une sorte d'immunité hybride qui fait que, bon, on a un taux d'immunité, une immunité de population qui est plus élevé, avec, pour le moment, des variants qui circulent en Chine qui ne sont pas des variants qui sont inconnus, qui ne sont pas nouveaux en Europe. Le BF7 circulait en France, si je ne m'abuse, déjà au mois d'avril ou mai. Mais je ne suis pas très sûr, mais certainement avant qu'il ne circule en Chine. Donc, à voir, à suivre. Ceci étant dit, il faut être absolument vigilant. Ça n'est pas exclu qu'effectivement, il y ait peut-être un nouveau variant qui émerge de la situation en Chine. Donc, on ne peut pas, je pense qu'il est difficile aujourd'hui de prévoir ou de prédire. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ne voit pas de risque immédiat. Ouais. Et je dirais que c'est probablement, je m'alignerais probablement à ça. Mais ça n'empêche pas potentiellement qu'il puisse y avoir un risque, et que ça amène à une certaine vigilance au niveau de la surveillance. Donc, laissons surtout les experts développer les moyens de surveillance pour voir si effectivement il y a l'émergence d'un variant qui soit plus dangereux et qui puisse effectivement se répandre dans d'autres régions.
Merci beaucoup, docteur. Alors, simplement une petite précision, vous allez recevoir prochainement le replay de ce webinaire donc par email. Nous avons encore de nombreuses questions, donc nous allons revenir vers vous pour y répondre de manière individuelle, soit par email, soit par téléphone. Et il y a une question qui est intéressante, qui peut concerner tout le monde sur des capacités d'accompagnement et notamment pour ceux qui en termes de reporting. Donc oui, ce sont des choses que nous pouvons faire, mais là encore, nous reviendrons vers vous qui nous ont posé la question de manière d'avoir par contre, ça a répondu à vos attentes et à vos nombreuses questions ce matin. On vous dit à bientôt et puis n'hésitez surtout pas à nous contacter pour toute question. Passez une très bonne journée. Merci docteur, merci Alexandre.